Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode sur les trésors archéologiques, accrochez-vous à vos chaussettes parce qu'on va parler du plus ancien trésor connu de l'humanité et d'une civilisation entière méconnue qui avait pourtant des siècles d'avance technique sur la plupart des autres. Ouais, rien que ça, ouais. Bon, si je vous parle de tombeaux très anciens, remplis d'or et de pièces d'orfèvrerie, vous allez probablement penser tout de suite à l'Égypte ancienne. Mais les Égyptiens n'étaient pas les seuls à enterrer les individus riches ou importants avec des objets précieux. Et surtout, ils n'étaient pas les premiers. Cette constatation, certaines personnes ont eu l'immense chance de la faire personnellement, parfois par hasard et sans trop s'en rendre compte. Voilà. C'est ce qui est arrivé à un certain monsieur Marinov, un jeune conducteur d'engins de chantier vivant en Bulgarie soviétique. À l'automne de l'année 1972, en creusant pour poser un câble souterrain dans la zone industrielle de Varna, dans le nord-est de la Bulgarie donc, il tombe sur plusieurs artefacts dorés. Il les montre à des archéologues du musée voisin dont la curiosité est tout de suite piquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Les choses ne traînent pas, on surveille un peu monsieur Marinov pour vérifier s'il n'aurait pas planqué certains objets qu'il aurait trouvés, puis on le récompense de la somme de 500 leva bulgares. Bon, alors difficile de convertir à la monnaie de l'époque, mais c'est quand même pas mal d'argent. Mais surtout, on se prépare à commencer rapidement des fouilles. En fait, monsieur Marinov venait de trouver toute une nécropole, qu'on nomme logiquement la nécropole de Varna. Et c'est peut-être une des plus importantes trouvailles archéologiques du XXe siècle concernant la période néolithique. Oui, rien que ça, je vous avais dit que c'était solide aujourd'hui, hein. Alors, pour resituer, le néolithique se caractérise généralement par 4 choses. L'abandon progressif du nomadisme, la fabrication de poteries en céramique, le développement de l'agriculture, et enfin, le polissage des outils. Mais ces 4 éléments pouvaient être chacun plus ou moins présents et plus ou moins marqués selon les endroits du monde, avec de fortes diversités. Par exemple en Europe, ce stade de développement s'étend d'environ moins 6500 à moins 2000, mais en fait ça dépend beaucoup des régions. Toutes les sociétés du néolithique n'en étaient pas au même niveau technologique au même moment. Alors les premières fouilles de la nécropole de Varna sont menées de 1972 à 1979, puis vont se prolonger plusieurs années durant. Le site néolithique correspond à un usage entre moins 4600 et moins 4300 environ, soit une durée de 2 à 3 siècles vers le milieu du 5e millénaire avant l'ère chrétienne. Bon, la zone offre aussi d'autres vestiges plus récents, grecs, thraces et romains, histoire que ce soit définitivement plus génial, mais ça, c'est une autre histoire. Au fil des fouilles, la nécropole néolithique de Varna livre aux archéologues environ 3000 objets en or de 28 types différents, pour un total de pas moins de 6 kilos d'or. Voilà. Actuellement, il y a un peu moins de 300 tombes qui ont été mises au jour, toutes individuelles, certaines contenant plus d'objets précieux que d'autres. Et il faut bien se dire que le volume d'or trouvé dans la nécropole, alors généralement c'est sous forme de bijoux et d'ornements, en fait, ce volume, il est supérieur à tout l'or retrouvé sur tous les chantiers archéologiques pour tout le 5e millénaire avant l'ère chrétienne, et ce, pour l'intégralité du monde, Égypte et Mésopotamie comprises. Oui, je vais le redire plus simplement, on y a trouvé plus d'or que dans tous les sites réunis de la même époque dans le monde entier. La découverte de ce trésor, le plus ancien de l'humanité à ce jour, est donc absolument exceptionnelle. Mais plus encore que le caractère extraordinaire du trésor en lui-même, ce qui est exceptionnel, c'est ce que les objets qu'il compose nous apprennent de la société qui les a produits et utilisés. Et autant vous le dire tout de suite, vous allez voir que celle-ci apparaît comme sacrément sophistiquée. Bon, par contre, rien à voir avec les extraterrestres, vous vous calmez. Mais pour ménager un peu mon suspense, petite pause pour parler du sponsor du jour, qui est un peu particulier parce que c'est pour un copain. Et en plus de ça, c'est pour parler de ses romans, donc avouez qu'il y a des sponsors plus cool que d'autres quand même. Donc aujourd'hui, on parle du 3e millénaire, de romans écrits par Égilon Valter. Comme son nom ne l'indique pas, l'intrigue se déroule au 4e millénaire, après des catastrophes qui ont ramené l'humanité au Moyen-Âge technologique, tout en changeant profondément les paysages. Oui, ces catastrophes, elles ont eu lieu au 3e millénaire, donc vous en faites pas pour le nom, c'est bien choisi. Dans ce contexte, plusieurs jeunes sont recrutés pour servir de soldats dans les guerres entre différentes factions de ce monde, pas si nouveau du coup. Devenus adultes à la suite de nombreuses aventures, ils se retrouvent confrontés à une terrible réalité. À trop se battre entre eux, les humains n'ont pas réalisé que leur plus grand ennemi est revenu. Car les monstres sont de retour, et les plus puissants et intelligents n'ont qu'une idée, réduire l'humanité en esclavage. Comment nos héros vont faire face à cet enjeu? Quelles catastrophes ont pu changer le monde à ce point? Qui sont ces terribles ennemis et quelles sont leurs motivations? Vous le saurez en lisant le 3e millénaire. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lecture de ces 2 tomes, et vous verrez que si le premier pose l'intrigue et l'univers, le deuxième vole d'aventure en aventure jusqu'à une fin attendue, ou non.
Ah, et ce qu'il y a de vraiment sympa, c'est qu'Yves Gillon est passionné de littérature et d'histoire, il est doctorant en histoire médiévale et reconstituteur historique lui-même, donc vous allez retrouver énormément de références de beaucoup de périodes différentes, c'est même un petit jeu de toutes les trouver. En plus de ça, il y a de chouettes illustrations dans les livres qui vont pas mal dans ce sens-là. Les romans sont disponibles sur toutes les plateformes en ligne au format papier et numérique, mais aussi chez votre libraire préféré. Je vous mets quelques liens dans la description pour que vous puissiez le trouver plus facilement. En plus de ça, à partir de la sortie de cette vidéo et jusqu'au 15 novembre, les versions numériques sont à 1,99€ au lieu de 4,99€, soit une remise de 60%. L'auteur sera aussi présent au marché de l'histoire de Compiègne les 15 et 16 novembre. C'est l'occasion parfaite pour bavarder avec lui et vous faire dédicacer vos exemplaires. Vous verrez, il est très sympa et le marché devrait vous intéresser. Là encore, je vous mets un lien dans la description. Bon, pour revenir à notre trésor archéologique du jour, il faut d'abord savoir comment la nommer, cette société. Les archéologues rattachent généralement la nécropole de Varna à la culture dite de Goumelnita Kojaderm Karanovo VI, ou culture Goumelnita Karanovo VI, ou plus simplement encore, culture de Goumelnita. En fait, ces noms correspondent à des espaces géographiques adjacents et aux sites archéologiques qu'on a pu y repérer, ici en vert sur la carte. La majorité des archéologues considèrent à l'heure actuelle qu'il s'agit là d'un seul ensemble civilisationnel ou culturel relativement cohérent et auquel les habitants de la région de Varna appartenaient. Cette civilisation se serait donc étendue des côtes de la mer Noire à l'est jusqu'au centre de l'actuelle Bulgarie à l'ouest et du delta du Danube dans l'actuelle Roumanie au nord jusqu'à la Thrace au sud. Ouais, c'est pas mal grand, ouais. Des analyses récentes laissent d'ailleurs à penser que la nécropole de Varna était un grand centre funéraire où on enterrait des individus originaires de plusieurs sites, et pas seulement un lieu d'inhumation local. Ça signifiait que même à l'époque, on faisait peut-être des kilomètres pour aller enterrer ses proches dans un grand cimetière qui aurait une valeur un peu culturelle. D'ailleurs, je le précise parce que c'est vraiment classe, nécropole, ça veut littéralement dire cité des morts. Bref, pour faire simple, ici on parlera donc de la culture de Goumelnita. Et cette culture a connu un niveau de raffinement social et technologique inédit. D'abord, les bijoux trouvés dans la nécropole illustrent les compétences exceptionnelles en métallurgie développées par cette culture. Les artisans travaillaient l'or pour produire des bracelets, des colliers, des plaquettes, des diadèmes, des boucles, des pièces en forme d'animaux, bref, de véritables parures très raffinées. Certains de ces éléments devaient vraisemblablement être cousus sur les vêtements. Et une des tombes se distingue particulièrement par la richesse et l'abondance de son mobilier funéraire. C'est la fameuse tombe 43 dans laquelle a été enterré un homme d'une quarantaine d'années. Son contenu est vraiment très riche, avec des objets représentant plus d'1,5 kg d'or, et on y trouve des objets de prestige en or ou ornés d'or, comme par exemple ce qui ressemble fort à des sceptres. Selon les données dont nous disposons, il semble donc bien que l'orfèvrerie ait débuté là, au 5e millénaire avant notre ère, sur les rives de la mer Noire. Mais Varna n'a pas livré que de l'or. Et oui, parce que les forgerons étaient également capables de faire fondre le cuivre pour façonner de grosses pièces, telles que des haches. Ce cuivre pouvait aussi être martelé pour le mettre en forme, les artisans maîtrisant plusieurs techniques. La nécropole a ainsi livré plus de 150 outils, ornements et objets en cuivre. Alors oui, ça vous paraît rien comme ça, mais ce qu'il faut bien noter, c'est qu'à l'époque, on ne retrouve pas de compétences comparables dans les cultures voisines, où de telles pièces en cuivre restent extrêmement rares. La culture de Goumelnita est de fait déjà entrée dans l'âge du cuivre, qu'on appelle le chalcolithique. Mais le chalcolithique, c'est l'ultime phase du néolithique. Historiquement, c'est la dernière étape avant l'âge du bronze, et donc avant l'entrée dans l'Antiquité. Donc aussi la toute dernière étape avant le passage de la préhistoire à l'histoire. Eh oui, à Varna, ils avaient pris une sacrée avance technique. Et oui, parce qu'à la même période, les autres sociétés européennes sont encore, pour certaines, en pleine néolithisation. L'âge du cuivre ne démarrera réellement en Europe occidentale que presque 1000 ans plus tard, et encore dans certaines parties seulement. Eh oui, parce qu'il faut le temps que toutes ces techniques se diffusent lentement, en passant par les Balkans. En ce qui concerne la céramique, les trouvailles à Varna et sur d'autres sites de la même culture sont aussi éloquentes sur le degré de sophistication et de technicité atteint. Une caractéristique de cette culture est la fréquence de la céramique dite graphitée. Il s'agit de céramique ayant subi un traitement spécial à l'aide d'une peinture au graphite afin de former des décors et de rendre sa surface noire et brillante. Et le graphite, c'est une forme naturelle de carbone pur, et vous savez déjà ce que c'est car c'est la matière principale dont est faite la mine des crayons de papier, ou crayons de bois, ou crayon gris, ou crayon noir, ou crayon à mine. Bref, vous choisissez le nom de ce truc selon votre région.
Et ce procédé de fabrication des céramiques graffitées suppose de maîtriser à la fois les techniques de cuisson à haute température et aussi un procédé complexe de double cuisson. Parce qu'en fait, la seconde cuisson, elle sert à bien fixer le décor au graphite sur la poterie et elle doit se faire à une température de 1100 degrés. Je rappelle qu'on est encore au 5e millénaire avant notre ère, quand même. Je trouve ça assez impressionnant. Mais c'est pas tout. Oui, parce qu'on parle pas de céramique simple. La culture de Gulbenkian nous a légué des céramiques de formes très variées. On retrouve des décors peints, notamment des damiers, mais aussi des décors incisés et même plastiques, c'est-à-dire des décorations faites en modelant l'argile en 3 dimensions. C'est le cas par exemple de la coupe des amoureux qui nous montre... Oui, un couple, si vous n'avez pas de surprise, c'est un couple. Et on voit bien que les préoccupations esthétiques sont ici indiscutablement affirmées. Dites-vous qu'à Varna, on a retrouvé 600 poteries environ. Il y a des céramiques dans toutes les tombes, sauf dans 11 d'entre elles. 11 sur 300, c'est vraiment peu. En plus des pièces de vaisselle, il y a également de petites statuettes en terre cuite dans lesquelles beaucoup voient des représentations de déesses. Les autres matériaux retrouvés sur le site comme l'os, les pierres ou le silex sont tout aussi bien façonnés pour produire des objets d'excellente facture. Et si la culture de Gulbenkian était plus avancée que ses voisines dans plusieurs domaines, elle n'en était d'ailleurs pas pour autant isolée, pas du tout même, pas du tout. Oui, parce qu'il est clair qu'elle était bien intégrée dans des circuits d'échange couvrant de longues distances, possiblement jusqu'à la Volga ou aux îles des Cyclades, en mer Égée. Dans la nécropole de Varna, mais aussi sur un autre site de la culture de Gulbenkian, on a trouvé certaines têtes de hache faites dans une jadéite provenant du sud-ouest des Alpes. La jadéite, c'est une pierre verte qui est une variété de ce qu'on appelle plus communément la jade. Des filières d'approvisionnement en minerais, en métaux divers et en coquillages vraisemblablement méditerranéens sont aussi attestées par les pièces de fouilles. On a même retrouvé une lame d'obsidienne qui pourrait venir de l'île aujourd'hui grecque de Milos. L'obsidienne, si vous avez vu Game of Thrones, vous voyez déjà ce que c'est, parce que c'est le fameux ver dragon. C'est en fait une roche volcanique qui ressemble un peu à du verre et qui est très souvent noire. Au final, la majorité des tombes de la nécropole de Varna contient des objets intégrant des matériaux importés. Et ça casse tout de suite quelques idées reçues sur la préhistoire. On est loin de la micro-tribu complètement isolée qui ne survit qu'en essayant de cultiver péniblement un petit lopin de terre ou en chassant. Mais il y a encore plus intéressant. Et là encore, je vais ménager un peu mon suspense pour vous rappeler que si vous aimez l'histoire, l'archéologie et apprendre des trucs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis vous pouvez commenter la vidéo pour me dire si vous voulez plus de sujets archéologiques de ce genre, et aller voir mon Instagram @Icarius, parce que je publie régulièrement beaucoup de contenu supplémentaire là-bas. Voilà, mais revenons à Varna. L'ensemble de ces objets et traces archéologiques laissent à penser que cette culture pratiquait déjà une forme de division du travail. Ça signifie que ses membres pouvaient ou devaient se spécialiser plus ou moins dans certaines tâches pour devenir plus efficaces. Autrement dit, se consacrer à ce qui ressemble à un métier. Et oui, ça pourrait nous paraître aujourd'hui comme allant de soi, mais il a bien fallu que cela apparaisse à un moment, cette organisation. Et ça constitue donc de fait une étape majeure dans le développement des sociétés humaines. Alors, si des notions proches ont été théorisées et évoquées dès l'Antiquité par les auteurs grecs Platon et Xénophon, c'est le penseur du XVIIIe siècle et pionnier de l'économie Adam Smith qui a travaillé spécifiquement sur le concept de division du travail et ses implications économiques. Émile Durkheim, le père fondateur de la sociologie française, a analysé en 1893 les répercussions sociales et matérielles du processus continu de spécialisation des individus dans un très fameux livre, bien justement titré « De la division du travail social ». Alors le point important ici, c'est que tous ces penseurs constatent l'efficacité de la division du travail. Ils la relient à une organisation sociale assez stable et structurée dans laquelle les individus travaillent de façon complémentaire et donc deviennent interdépendants. Oui, par exemple, un potier doit savoir qu'il peut compter sur d'autres personnes pour lui fournir la nourriture dont il a besoin chaque jour. C'est donc bien sûr une problématique majeure pour les archéologues et les historiens de comprendre quand et où cette division du travail a pu se développer. Et c'est pour ça qu'on pense souvent que l'apparition de formes de division du travail au néolithique, elle est liée à des progrès dans les rendements de l'agriculture. Bon, même si aujourd'hui les modèles de développement de ces sociétés sont au centre de sacrés débats entre chercheurs. Cette histoire de division du travail est donc un élément important, particulièrement important, de caractérisation de cette culture de Gulbenkian. À titre de comparaison, une autre civilisation ancienne connue pour avoir mis en place parmi les premières formes de division du travail, c'est la bien plus célèbre civilisation sumérienne dans le Croissant fertile. De telles performances dans le domaine de l'artisanat et la répartition de ces différents objets doivent donc être analysées en faisant le lien avec des formes d'organisation économique, sociale et politique. Mais j'ai déjà parlé de la présence de genres de sceptres dans la nécropole de Varna, or qui dit sceptre dit prestige, et donc sans doute pouvoir et autorité.
Il semble en effet assez clair que la société de la culture de Goulmenita était hiérarchisée. Et si aujourd'hui c'est quelque chose qui nous semble aller de soi, eh bien là encore, il faut se poser des questions. Et oui, parce que tout comme la division du travail, la hiérarchisation sociale a bien dû apparaître et se raffiner à un ou plusieurs moments dans certaines sociétés, sachant qu'une société hiérarchisée n'est pas du tout le seul modèle social possible. Ouais, oui, notre passé est complexe, oui. Et à Varna, les fouilles ont permis de constater qu'un nombre plutôt réduit de tombes contenait l'essentiel des objets les plus précieux, ceux en or. Si les céramiques, les outils de bonne qualité et les bijoux divers sont assez courants sur les centaines de tombes, à l'échelle du site, seulement une tombe sur 5 environ contient de l'or, généralement en petite quantité. En termes de bijoux, les sépultures de la nécropole comportent généralement plutôt quelques perles, des bracelets en os ou encore des coquillages qui sont très classiques à l'époque. Quelques tombes seulement, qui sont vraisemblablement toutes d'individus masculins, se démarquent. 5 d'entre elles concentrent plus des 2/3 de l'or retrouvé au total, et des genres de sceptres ont été retrouvés dans ces tombes des plus riches. J'ai déjà mentionné la tombe 43 qui concentre plus d'1,5 kg d'or sur les 6 retrouvés au total, quasiment 1/3 de l'or à elle seule. La répartition des objets les plus précieux est donc incontestablement inégalitaire. Cette forte concentration de l'or indique manifestement une forme de hiérarchie sociale, ou au moins une valeur particulière conférée à certaines personnes. Cette hiérarchisation, elle s'inscrit probablement dans le processus d'émergence ou de développement d'une société au fonctionnement complexe, caractérisé par des inégalités de statut ou de pouvoir, et peut-être de richesse. Il est plausible qu'elle ait comporté une forme d'élite sociale, peut-être des genres de nobles ou des notables, voire un ou plusieurs chefs. En plus des objets en or, on a retrouvé plusieurs longues lames de silex qui semblent quasiment neuves. Et si ces lames semblent ne jamais avoir été utilisées, il est donc possible qu'elles aient fonctionné comme des marques de statut plutôt que comme de véritables outils. Peut-être s'agit-il de lames spécifiquement funéraires destinées à accompagner un individu important dans sa tombe, mais la valeur de prestige, donc symbolique, eh bien elle reste la même. Certains archéologues classent donc les tombes de Varna en 3 catégories, somptueuses, riches et pauvres. Plusieurs chercheurs ont qualifié la tombe 43 de premier tombeau d'un individu de classe sociale supérieure de l'histoire. Ah non, mais je vous avais dit qu'aujourd'hui on mettait la barre assez haut. Des chercheurs ont fait l'hypothèse de la formation d'une forme de proto-État. Certains sont même allés jusqu'à parler de roi ou de prince, même si évidemment rien ne permet d'en être sûr. D'autres se demandent aussi si les tombes les plus riches n'étaient pas celles de forgerons ou d'orfèvres, qui auraient donc formé une sorte d'élite. Il s'agit en tout cas des premières traces attestées de hiérarchie sociale de l'histoire. Voilà, c'est quand même incroyable. Je vous avais prévenu de vous accrocher à vos chaussettes, parce que l'or et l'orfèvrerie, c'est déjà bien, mais les implications pour la compréhension de la trajectoire de cette société et pour l'histoire humaine en général, elles sont quand même assez incroyables. Mais attendez, évidemment, il y en a encore un peu plus, je vous le mets quand même. Une telle complexité d'organisation est confirmée par les configurations des tombes découvertes sur le site, parce que tout le monde n'y est pas positionné de la même manière. On trouve 2 sortes de tombes où des corps ont effectivement été inhumés. Il y a d'abord des tombes où le défunt est couché sur le dos, de tout son long, avec les bras reposant sur la poitrine, ce qui représente la majorité des corps à Varna. Les tombes les plus riches sont d'ailleurs dans cette catégorie-là. Puis il y a des tombes où le défunt est placé en position repliée sur lui-même, couché sur le côté. Et dans les 2 configurations, on retrouve des hommes et des femmes, sachant qu'il y a plus d'hommes à l'échelle du site, on constate une majorité d'hommes pour les corps allongés et une très courte majorité de femmes pour les corps repliés, quasiment une égalité entre hommes et femmes. En plus de ça, certaines tombes sont des inhumations secondaires de squelettes enterrés en vrac et incomplets, donc sans position discernable, et d'autres tombes ont été bouleversées au fil du temps. Et les corps sont couchés dans 2 directions prédominantes. Faut bien noter aussi que certaines tombes féminines et même d'enfants comportent des objets précieux, dans quelques cas en or. Fait important à noter, les haches en cuivre ne se limitent pas aux tombes masculines. Mais si tout cela est difficile à interpréter, la complexité des rites funéraires, bien clairement, c'est l'information intéressante à tirer de tout ça. Les postures des corps dans les tombes ne sont vraisemblablement pas strictement liées à un critère de genre, mais à d'autres facteurs. Il n'est pas impossible que ces différentes configurations reflètent des groupes familiaux ou d'autres découpages sociaux. Et ce qui est important, c'est que tous ces dispositifs funéraires différenciés renvoient donc là aussi sans aucun doute à des distinctions et des paramètres sociaux et économiques particulièrement complexes, sans doute plus ou moins hiérarchiques. Ça donne l'impression de groupes plus ou moins bien placés sur l'échelle du statut ou de la richesse. Et c'est pas fini, parce qu'on trouve sur le site de Varna des tombes de type cénotaphe. Alors vous allez voir, c'est l'occasion d'apprendre un mot rigolo.
Un cénotaphe, c'est en fait un tombeau qui ne contient pas réellement de corps, c'est une tombe symbolique. Il y a une fonction rituelle et sociale, généralement celle de rappeler la mémoire d'une personne ou d'un groupe. Notre mot vient du grec kénotaphion, qui signifie littéralement tombeau vide. Par exemple, le tombeau de Jean Moulin au Panthéon est un cénotaphe, car le plus célèbre des résistants français a en fait été incinéré et ses cendres reposent au cimetière du Père-Lachaise. À Varna, les cénotaphes contiennent parfois des objets constituant un mobilier funéraire typiquement riche, disposés comme dans les autres tombes, et c'est le cas par exemple de la tombe 36. Et il comporte aussi, dans plusieurs cas, une représentation en argile d'une tête ornée de bijoux en or et évoquant vraisemblablement un défunt. Et ça, pour le coup, ça constitue une pratique absolument inédite. Si au départ on a pensé qu'il s'agissait probablement de sortes de masques, on pense aujourd'hui qu'il s'agissait bien de têtes complètes, car on a retrouvé une tête en argile entière dans un lac à proximité qui comporte des emplacements pour exactement les mêmes types de bijoux. Les chercheurs ont fait l'hypothèse que ces tombeaux auraient pu être consacrés à des divinités ou à un culte des ancêtres. Bon, après, faut dire que les archéologues ont tendance à voir du religieux un peu partout, surtout en cas de doute. Ces cénotaphes ont pu aussi être construits pour des individus dont les corps n'auraient pu être enterrés normalement, peut-être parce qu'ils n'avaient pas pu être récupérés. Enfin, toujours est-il qu'une telle chose indique manifestement une capacité collective à manier des symboles et des représentations pour répondre à certains besoins ou certaines fonctions sociales. Et ça, comme je le disais, c'est inédit et du coup absolument fascinant. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la culture de Goumlenita qui n'a pas fini de livrer ses secrets. Pour vous dire, la nécropole de Varna n'a elle-même pas encore été complètement fouillée. Au final, le trésor de Varna montre que des jalons ont été posés dans l'histoire en des endroits et par des groupes humains parfois inattendus. Jusqu'à assez récemment, nous n'avions pas idée qu'une culture aussi riche, aussi complexe et avancée technologiquement avait ainsi prospéré en Europe de l'Est à la préhistoire tardive. Ce genre de découverte montre bien qu'il a existé au fil de l'histoire beaucoup de cultures vraisemblablement sophistiquées et captivantes qui sont soit encore peu connues du grand public, soit dont on n'a simplement pas encore trouvé suffisamment de traces. L'archéologie et la connaissance avancent pas à pas et révèlent de plus en plus la grande diversité des sociétés et de leurs trajectoires, et peut-être que de notre vivant seront découvertes des civilisations ou des cultures entières qui bousculeront notre compréhension du développement des sociétés humaines. Et ça montre bien que l'histoire est vivante.